Merci beaucoup, merci surtout pour cette super conférence, vraiment très bien documentée et passionnante. Il y a tout un groupe de personnes dans le monde qui a pour objectif justement de transformer la planète à son goût. Et je veux savoir tout simplement ce que nous devrions faire. Imaginons que nous sortions de l'Union européenne, quel serait le pas suivant, la marche suivante qu'il faudrait franchir pour justement s'émanciper de cette stratégie de l'oligarchie mondialiste. Merci. Et déjà, vous sortez de l'Union européenne, vous reprenez les manettes. C'est-à-dire que quand on sort de l'Union européenne, les premières mesures de l'UPR, c'est déjà de convoquer un sommet européen, de dire qu'on va appliquer l'article 50 et donc la sortie de l'Union européenne, et après on va mettre en place certaines mesures de sauvegarde, clause de sauvegarde, de protectionnisme au niveau industriel, pour les industries qui produisent encore en France, sortie de l'euro qui est un coût énorme de boost pour toutes les entreprises, tout ce qui est produit en France, et une relance sociale. Déjà on va arrêter toutes les privatisations de services publics. Comme vous n'êtes plus soumis au traité européen, vous pouvez là aussi augmenter le SMIC, puisque vous demandez de le baisser. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est le gros problème, vous savez, Mitterrand, il a laissé faire ça en 81 par exemple, sauf que le problème c'est qu'il était déjà dans une optique de libre-échange. Donc en gros, quand vous faites une relance, si vous êtes en libre-échange total, votre relance c'est la consommation qui va en Chine et ça ne bénéficie pas du tout à votre entreprise. Donc l'idée c'est ça, c'est clause de sauvegarde, relance du SMIC notamment, et relance de l'économie en France, et vous allez avoir, ne serait-ce que le phénomène de la sortie de l'euro, dans les scénarios par exemple de Jacques Sapir, vous n'avez pas dans les scénarios le fait de faire des protectionnistes, mais ne serait-ce que déjà la sortie de l'euro d'un point de vue économique va considérablement améliorer les choses, et après quand vous avez la croissance, vous pouvez évidemment redistribuer les fruits de la croissance de manière beaucoup plus juste que c'est le cas à l'heure actuelle, comme on l'a vu, c'était édifiant, 86% de la croissance est pour 1%, et donc socialement, c'est difficilement tenable. Oui, donc en fait, que ma question, c'est que j'ai du coup vu qu'il fallait un temps de négociation de 2 ans, enfin pour négocier du coup les conditions de sortie. Est-ce que vous ne craignez pas du coup durant ces 2 ans que les notes des agences de notation deviennent plus faibles, ce qui conduirait du coup à une augmentation du taux d'intérêt et par conséquent d'une augmentation plus forte de la dette publique? Je vous remercie. Non, pour la simple et bonne raison, je n'y crois pas, pour la simple et bonne raison, pour 2 raisons essentielles. Déjà au niveau des taux d'intérêt, il faut savoir que le monde, avec notamment toutes les politiques de quantitative easing, est en excès de liquidité, ils ne savent plus où placer leur argent, et la dette française, euro par euro, reste une des plus sûres au monde, donc il y a très peu de risques dans une période d'excès de liquidité que vous ayez vos taux d'emprunt qui explosent. Et la deuxième chose, c'est que dès le début, au moment de la sortie de l'euro, on mettra un contrôle des mouvements de capitaux. Il est beaucoup plus simple de piloter à la fois votre taux d'intérêt et votre taux de change externe quand vous avez un contrôle des mouvements de capitaux. Donc j'y crois pas. Comme aurait dit Trump, vraiment. Une question ici. Oui, alors comme on disait tout à l'heure, l'actualité au niveau de l'Union européenne en ce moment, notamment pour les inter-européistes, c'est la situation au Portugal avec des petites mesures du gouvernement PS portugais soutenu par la gauche radicale portugaise comme l'augmentation de leur SMIC. Donc comment ça se fait-il que ce soit possible compte tenu de tout ce qui est le fonctionnement de l'Union européenne par les traités, etc. Comment se fait-il que le gouvernement portugais puisse augmenter le SMIC, et est-ce que c'est vraiment aussi rose qu'on dit, enfin, que les médias veulent nous faire croire et que la France insoumise, certains, veulent nous faire croire? Une question que j'avais répondu sur assez non, c'est un vaste mythe. D'une part, l'idée, ce serait de dire, il est soulageant, ce serait de dire, en gros, vous pouvez désobéir à ce que demande l'Union européenne, il n'y aura pas de problème. C'est absolument faux, parce que si vous regardez les dernières copées, comme je vous ai présenté pour la France et le Portugal, justement, ils ne demandent pas plus d'austérité, ils ont déjà fait des purges en commune mesure avec la France. Là, ils vont augmenter le SMIC, il faut savoir qu'il avait baissé de manière assez drastique avant, ce n'est pas le cas en France, ils ont privatisé quasiment tous les services publics, c'est pas le cas en France. Donc l'Union européenne ne demande pas de faire plus, ils ont déjà fait toutes les purges. La seule chose que demande l'Union européenne, 2 choses, c'est de ne pas augmenter trop les dépenses publiques. Donc ils ne disent pas qu'il faut les baisser pour le Portugal, donc ils ne désobéissent pas à l'Union européenne. Et puis
c'est une paille quand vous augmentez un petit peu le SMIC, quand il a fortement baissé. Et la deuxième chose, ils demandent, là aussi, comme dans toute l'Europe, de casser les professions réglementées, et ça, ils l'ont fait, puisque vous savez que Uber, par exemple, le taxi a été autorisé cet été au Portugal. Donc ils appliquent bien ce que demande l'Union européenne, c'est juste qu'ils ne demandent pas la même chose qu'à la France. Et donc ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, même après le PS, Boko Iskandar, je crois que c'est un expression, je sais pas comment dire, en gros bloc de gauche, je sais pas comment c'est dit exactement en portugais. Et même, il y a une personne de bloc de gauche, si vous allez sur le site Le Vent se lève, ça s'appelle Le Vent se lève, fin d'austérité en trompe-l'œil, même elle dit en gros qu'ils ont fait des petites mesurettes qui ont été autorisées par l'Union européenne, mais qu'ils ont encore des investissements qui sont bloqués, qui ne peuvent pas le faire, et même elle dit clairement que dans le cadre des traités européens, il ne peut pas y avoir de politique anti-austéritaire. Donc ceux qui vous racontent ça ne connaissent pas le sujet. Allez-y, ici. Bonjour, donc ma question risque de gravité, la réponse risque de gravité autour du protectionnisme, puisque je voudrais vous poser une question qui concerne la destruction du bassin industriel français. Et vous avez souligné au passage que la société française était devenue une société de service, le caractère aberrant de la situation. Donc j'aimerais savoir, C'est moi aussi. oui, j'aimerais savoir si le principe de substitution dont vous avez parlé était suffisant dans le fond pour relancer l'industrie, si, les droits sociaux auxquels les Français tiennent beaucoup ne risquent pas d'être un frein dans l'éventuel regain de compétitivité d'un point de vue industriel, et si ça sera possible, malgré tout ça, de revenir à une balance, économique positive. Oui, je veux dire pourquoi. Bon, déjà, la France, il faut savoir, il y a une grosse destruction, comme on l'a vu, de la base industrielle, mais la France et l'Italie, justement, gardent quand même encore une base industrielle minimum, et c'est justement la France et l'Italie, d'un point de vue des structures économiques, qui bénéficiaient le plus d'une sortie de l'euro, qui aurait justement cet effet de substitution. Ça serait plus dur, par exemple, pour des pays comme la Grèce, qui produisent quasiment plus rien, il n'y aurait que quasiment les désavantages de la hausse du coût de l'importation. Et j'ai envie de dire, même pour la Grèce, il va falloir un peu de courage et de volontarisme politique. Vous savez que la France, d'après-guerre, était en large partie détruite. Je ne parle même pas de l'Allemagne qui est complètement détruite. Et ils ont réussi justement à se relancer dans ce type de système. Donc il ne faut jamais être défaitiste et dire tout est foutu, sinon on abandonne tout. Et l'histoire et la preuve, notamment de l'Allemagne et de la France après-guerre, montre que même avec une base économique qui est bien amoindrie, on peut le faire. Et quand vous parlez justement des droits sociaux, il faut savoir que la grande majorité des droits sociaux français viennent justement de l'après-guerre et du CNR, à une époque où la France était encore plus dévastée, et on a quand même pu faire des droits sociaux. Donc je ne vois pas pourquoi il faut enlever des droits sociaux quand on a pu faire ça en augmentant. Bonjour. Oui, bonjour, ma question porte sur les taux d'intérêt négatifs. Alors, je veux savoir quelle est la responsabilité de la Banque Centrale Européenne pour savoir ces taux, comment ces derniers se forment et quelles sont les conséquences sur l'économie. Alors, le taux d'intérêt, grosso modo, le taux d'intérêt de la Banque Centrale, il est décrété, c'est que finalement c'est le taux de refinancement après des banques dites commerciales. Donc le taux des banques centrales est décrété, et après pour les banques commerciales et pour le reste de l'économie, ça va dépendre de beaucoup de critères. Le taux d'intérêt final, c'est-à-dire celui que vous allez avoir typiquement quand vous allez emprunter pour une maison ou pour n'importe quoi, ça va dépendre du niveau d'inflation dans le pays, puisqu'on parle de taux d'intérêt réel. Le taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt moins l'inflation. Il est évident, par exemple, que si vous avez 6% d'inflation, vous allez avoir souvent un taux d'intérêt qui va être au minimum autour de 6%, parce que ça fait un taux d'intérêt réel qui est à 0. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si l'inflation à 6%, si vous empruntez 100, vos 100, demain, votre salaire, ça va être 106, et en gros, vous allez rembourser l'emprunt en
monnaie de singe. Et d'ailleurs, l'une des façons de réduire le déficit public, c'est d'augmenter l'inflation, parce que la valeur réelle de la dette est bien moindre. Mais grosso modo, souvent, ce qui va le définir, de toute façon, il n'y a pas de secret, c'est le niveau d'inflation, et c'est aussi le niveau de sûreté et de compétitivité d'une économie. Vous n'allez pas avoir le même taux d'intérêt au Zimbabwe qu'en Suisse. Parce qu'il n'y aura pas le niveau d'inflation et vous n'aurez pas la même sûreté du pays, il y aura plus de risques de défaut. Par exemple, le Venezuela, c'est plus pertinent. Les taux d'intérêt au Venezuela sont énormes et c'est très bien que les contreparties ont beaucoup plus de risques de faire défaut et de ne pas rembourser. Et donc, le taux d'intérêt, c'est l'inverse du risque. Plus le risque est faible, plus vous avez un taux d'intérêt qui est faible. Enfin, plus le risque est faible, plus vous avez un taux d'intérêt qui est faible. Plus le risque est fort, plus vous allez avoir un taux d'intérêt qui est fort. Le taux d'intérêt, c'est l'inverse de la rémunération. Plus la rémunération est haute, donc plus il y a de risque, plus aussi vous avez de chances de perdre. Alors, avec la mondialisation, si la France sort de l'Union européenne, sera-t-elle armée pour y faire face? Parce qu'on entend souvent c'est trop petite, qu'elle ne pèse pas assez de poids. Donc c'est ça la question. Alors, je vais répondre un peu par ironie au début. Il y a plus de 180 pays à l'ONU, c'est-à-dire que les 160 autres ne sont pas à l'Union européenne, devraient se suffire. Non, mais il n'y a pas de lien de cause à effet entre la taille d'un pays et sa richesse. Vous savez que parmi les pays les plus riches au monde, d'ailleurs j'ai une version potentiellement très longue, parmi les 20 pays les plus riches au monde, vous avez la Suisse, Singapour, des pays qui sont beaucoup plus petits, et la Suisse ne voudrait jamais aller dans l'Union européenne, parce que sinon ce serait la fin de sa démocratie, et c'est un pays qui est relativement petit. Déjà la France c'est la 5e ou 6e puissance économique du monde, donc ce n'est pas rien. Et après je vous dis dans les pays les plus riches, vous avez plein de pays qui sont plus petits, Corée du Sud, Singapour, la Norvège, l'Islande, la Suisse évidemment, le Brésil, l'Inde. Et après, à contrario, vous avez des pays qui sont énormes en superficie en population, qui sont très pauvres. Pakistan, Indonésie, Chili, Nigeria. Donc il n'y a absolument aucun lien de cause à effet, et ça c'est l'idéologie de dire, parce que vous êtes plus grand, vous allez peser, et a fortiori, on vous dit l'union, mais l'union fait la force quand tout le monde tire dans le même sens, et c'est pas du tout le cas pour l'Union européenne. Vaut mieux être seul et défendre ses intérêts et faire des alliances ponctuelles avec des pays qui soient dans le lieu ou non, que d'avoir une même position pour 28 pays qui correspond à personne. Vous savez qu'à l'heure actuelle, dans l'OMC, on parlait tout à l'heure de l'OMC, vous avez un commissaire européen qui négocie pour les intérêts des 28. Il négocie pour qui? La France aurait intérêt à être un État indépendant, elle serait indépendante et négocierait ses intérêts elle-même à l'OMC, et elle ferait, par exemple, si on parle du textile et de l'agriculture, oui, elle ferait alliance avec l'Espagne, le Portugal, peut-être avec d'autres pays qui sont hors de l'Union européenne. C'est des choses complètement absurdes de dire pour 28 pays, on aura la même monnaie, le même taux d'intérêt, et on va défendre de bonnes choses. Les intérêts sont divergents sur à peu près tous les sujets. Donc non, la France s'en sortirait bien mieux toute seule, et quand vous voyez, c'est très clair, regardez la liste des pays plus riches que la France. Quasiment que des petits pays. Oui, habitants, superficie, si vous voulez. Il y a 3 États sur les 38 qui comptent plus d'habitants que la France, seulement dans les pays les plus riches, c'est 3. Tous les autres comptent moins d'habitants que la France, dans les 38 les plus riches. 3 États seulement qui ont une superficie supérieure à la France. Donc il y a 33 des 38 États qui sont plus riches que la France, qui sont moins peuplés, moins grands. Les faits. C'est les deux. Habitants, superficie. Oui, mais la richesse, ça, c'est payé par habitant. Oui, mais c'est la richesse. Moi, je voudrais faire un zoom sur la finance qui a été un peu absente. C'est-à-dire que là, en fait, il y a 10 ans de 10e anniversaire de la crise de 2008. Et aujourd'hui, beaucoup d'économistes disent qu'on va s'en prendre une plus grosse encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez fini par Maurice Sallet, que j'apprécie beaucoup, puisque lui-même, justement, donnait son soutien à tous les politiques qui étaient pour la séparation bancaire,
Donc banque de dépôt d'un côté, banque d'investissement de l'autre. Et en fait, dans un cadre plus large, ça permettrait de réduire les effets de la crise. Mais dans un cadre plus large, il faudra un nouveau système financier. C'est-à-dire que de plus en plus de monde, à cause de cet anniversaire, veulent mettre en place un nouveau Bretton Woods. Et dans ce cadre du Frexit, justement, est-ce que vous ne pourrez pas d'abord régler le problème financier plutôt que de faire le Frexit d'abord? C'est-à-dire vraiment s'attaquer au financier. Alors, il y a deux choses. Déjà, ça tombe bien, parce que la séparation, et c'est moi qui ai insisté beaucoup sur la séparation entre les banques de dépôt et banque d'affaires, elle était au programme de l'UPR en 2017. Vous pouvez le retrouver. C'est une des propositions, donc voilà, on le propose. Et la deuxième partie, c'est non, le Frexit est préalable, puisqu'à l'heure actuelle, si vous allez négocier un système international, c'est l'Union européenne qui va négocier pour vous. Donc la France indépendante peut après effectivement œuvrer pour la refonte d'un nouveau système international financier, mais c'est pas quelque chose qu'on met par exemple dans notre programme, parce que dans le programme on met des choses qu'on peut appliquer. On ne fait pas comme les autres, ça ne dépend pas de nous, en fait, ça dépend évidemment qu'on va œuvrer pour ça. Mais on n'est pas en programme, parce qu'on met que des choses qu'on peut faire, mais on ne dit pas on va on va réserver tous les marchés publics pour les entreprises françaises, mais ceux qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne, c'est interdit. Et si vous prenez les 3/4 des programmes de tous les partis politiques, les 3/4 des promesses intérieures qu'il y a des traités européens, ils ne proposent pas le Frexit. Donc ça dépendrait en fait, qu'ils arrivent à convaincre les 27 autres pays pour qu'ils changent les traités, et pour que ça se passe, ça n'arrivera jamais. Donc nous, sur cette histoire du système financier international, oui, je ne vais pas être d'accord avec vous, et j'ai même écrit un article, vous pouvez le retrouver, vous tapez sur Google UPR, ou quand éclater la prochaine crise financière, j'ai écrit un article là-dessus. Donc je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est quelque chose pour lequel on peut œuvrer, mais qui ne dépend pas que de nous. Donc on ne va pas mettre dans le programme qu'on va le faire, puisqu'on peut essayer de le faire, mais c'est quelque chose qui ne dépend que de nous. On a beaucoup contre trop des États-Unis. Je suis un menteur condamné par la République française pour avoir inventé. Donc le sujet que je veux aborder, c'est que je pense que vous vous trompez un peu dans l'objectif de contrer l'Europe. Je pense que le problème est aussi ailleurs. Vous avez qualifié Emmanuel Macron de pantin, mais je lui ai dit que c'était un incompétent. Il a été mis en place par les requins de la finance, les requins de l'industrie. On a vu votre courbe sur l'industrie, qui est caractéristique de la situation, mais ils sont relayés en France par nos avocats qui sont tous heureux, nos magistrats qui sont tous corrompus, nos financiers qui sont eux aussi également dans le coup, je dirais. Et vous faites de l'Europe votre objectif premier, et je pense qu'il est d'ailleurs bien mondial. D'ailleurs, si le Qatar a acheté le Paris Saint-Germain, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Si les Chinois ont acheté certains territoires de notre pays et exploitation de nos aéroports, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Je ne pense pas d'un petit niveau que je suis peut-être, mais je suis particulièrement. Donc, je n'ai pas forcément de questions. Moi, la question, c'est de pouvoir débattre. Je vais pouvoir suivre le dossier avec vous par la suite. Je vais vous répondre du coup parce que. Je n'ai pas posé de questions, vous ne pouvez pas répondre. À ce que vous dites, tout simplement parce que, évidemment, on dit que le Frexit, une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Si après vous avez un gouvernement carpette, il sera carpette, qu'il ait repris les manettes ou pas, mais on dit que pour empêcher les rachats, etc., dans le cadre de l'Union européenne, c'est impossible. Donc le prérequis, c'est de sortir de l'Union européenne quoi qu'il arrive. Parce que si vous arrivez avec vos petits bras de millions à faire ça, mais vous ne posez pas la sortie de l'Union européenne, là vous mentez aux gens parce que c'est impossible. Et en gros, vous allez faire une carpette Tsipras. Donc nous, on n'a jamais dit que si on sort de l'Union européenne, tout va s'améliorer juste parce qu'on est sorti. On n'a pas que le gouvernement carpette, on a une technocratie carpette. Oui, mais ça c'est... Donc c'est la question que vous avez posée, quelles sont les affaires. Et là, vous n'avez pas de solution. Donc ce que je dis, c'est que notre innovation est bloquée, et elle est bloquée notamment par l'INPI, qui est du personnel formaté par ceux que j'ai cités tout à l'heure, et corrompu également, puisque actuellement l'INPI est composé d'industriels, de financiers, de copains Macron qui sont sortis de leur promotion, qui ont leurs copains aussi. Le président du MEDEF est l'un des membres, est l'un des. Comment dire, proches de
membres qui concernent la gestion des pays. Et moi, le problème est là. Il n'est pas que dans l'Europe. Et l'Europe, effectivement, moi je ne suis pas forcément pour une Union européenne, mais pour une Europe des nations. C'est un peu ça que je veux vous faire comprendre. Voilà. Oui, je vous remercie de m'avoir permis de le lire un petit peu, même si j'ai bafouillé. L'Europe des nations, déjà, ça veut rien dire dans la mesure où pour le faire, c'est impossible dans le cas de l'Union européenne, ça implique le Frexit, donc ça implique que je ne comprends pas. Donc si vous proposez une Europe des nations sans Frexit, là aussi c'est mentir aux gens. Et après, on n'a jamais dit qu'il n'y avait pas d'autre problème que l'Union européenne, où vous faites des raccourcis en disant qu'on ne proposerait que la sortie de l'Union européenne. Je vous invite à aller consulter le programme de l'UPR sur le site. Il y a 194 points sur tout un tas de sujets. Je pense qu'on a peut-être le programme le plus complet de tous les autres partis politiques, sauf qu'évidemment, quand on avait peu de temps de parole, on a accès sur notre différence par rapport aux autres, comme ils proposent tous de la France Insoumise au FN, une autre Europe qui est impossible, on a accès sur notre force. C'est-à-dire que pour appliquer le programme France Libre, il faut faire le Frexit, donc évidemment qu'on a appuyé là-dessus, mais je vous invite à aller consulter le programme. Bonjour Monsieur Gallois, merci pour cette conférence instructive, et notamment dans laquelle vous avez abordé éventuellement le retour à la monnaie nationale. Donc j'aimerais savoir si déjà c'est pas venir à rebours de l'histoire, et si le coût de telle mesure ne serait pas exorbitant pour un pays comme la France, par exemple. C'est pas vraiment de l'histoire, mais c'est formidable. En fait, je devrais faire 4 conférences. Parce que, tout simplement, si vous regardez dans l'histoire, déjà toutes les molécules nationales de l'histoire, elles ont toujours explosé. Vous pouvez le voir ici. Et donc, finalement, ce qui est un rapport de l'histoire, c'est l'euro. Ça n'a jamais fonctionné nulle part. Et après, vous savez qu'il y a eu l'histoire, c'est tout le contraire. Avant, vous avez des énormes empires. Et donc, finalement, très peu de monnaie, très peu de devises. Et vous avez de plus en plus de pays qui sont devenus indépendants et qui vont justement obtenir leur propre monnaie. Donc c'est l'inverse, c'est l'euro qui est au rebours de l'histoire, puisque dans le monde, vous avez au contraire de plus en plus de devises et vous avez de plus en plus de pays qui sont en change libre et pas en change fixe. Et donc l'euro, c'est tout le contraire de ce qui se passe. Et vous regardez, en 2014, il y a 154 devises différentes dans le monde, alors qu'il y avait les 53 États dans le monde en 1914, ce qui est un rebours de l'histoire, c'est l'Union européenne. Merci, parce que si je la faisais en entier, ça ferait 6 heures, on va laisser Pino, mais quand je l'avais imaginé, j'avais un truc, 300 slides, il m'a dit que vous allez faire 15 heures, parce qu'il digresse un peu plus que moi, je lui ai dit je vais réduire, je peux faire plus d'heures. J'ai une question en fait, qui est sous-jacente à ce que vous avez exposé pendant la conférence. On a effectivement des services publics qui ont été détruits, enfin en tout cas qui sont plus des services publics, donc qui appartiennent à des entreprises privées. Là finalement, si on devait repasser sur certains points très tactiques pour la France, ou notamment peut-être les autoroutes, ou peut-être l'électricité, ou peut-être les voyages, peut-être tout un tas de choses, ça coûte forcément de l'argent, donc c'est détenu par des entreprises privées qui forcément ne vont pas le donner, en l'occurrence à la différence de nous quand nous les avons vendus. Donc je suppose que c'est un certain. Oui, mais l'avantage c'est que, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, le Portugal a déjà tout privatisé quasiment, la France, la plupart sont déjà mises en concurrence, c'est le cas de EDF, GDF, mais elle reste largement publique. En fait, la plupart, c'est plus des interdictions de privatisation que des privatisations. Les vraies privatisations, nationalisations dans notre système d'entreprises qui ont été entièrement privatisées, c'est les sociétés à élection d'eau, grosso modo c'est Veolia, pour la partie eau seulement, c'est les autoroutes, TF1, Orange. Et ça, on l'a calculé en la présidentielle, c'est 20 milliards d'euros, donc c'est beaucoup moins que le coût d'appartenance à l'Union européenne. Tout le reste, EDF, GDF, La Poste, même la SNCF, c'est encore tout est public. Et pour Orange, etc., vous avez encore des parts, c'est pas ça coûte que 20 milliards. Pour être majoritaire, vous n'avez pas besoin d'acheter l'intégralité des actions. Donc au niveau de la France, comme on a eu plus de temps, puis il y avait moins de nécessité, parce que forcément des pays comme le Portugal ou la Grèce, au niveau de la compétitivité, l'euro leur fait encore plus mal, puisque ces pays sont encore beaucoup moins compétitifs que la France. Donc la Commission, pour faire la dévaluation interne, a tapé encore beaucoup plus fort, et eux sont allés beaucoup plus loin dans la privatisation. Et pour le coup, ça leur coûterait plus cher. Mais la France, dans les structures actuelles, de refaire les nationalisations ou l'interdiction de privatisation forme UPR, ça coûte au maximum
Jean-Monsieur Gallois, merci pour la conférence. Je voudrais d'abord partager, je voudrais dire que je partage le même constat que vous sur deux points qui sont au niveau de la souveraineté, la perte de la souveraineté de la France, et donc la nécessité du Frexit. De l'autre côté, il y a un déclin social français, un déclin, on va dire en général, de la qualité de vie des Français. Il faut naturellement répondre à ça. Et c'est là où je vais diverger un peu avec vous, parce que dans la solution que vous proposez, c'est une solution qui est, somme toute, assez classique, productiviste, mercantiliste, protectionniste, etc. Et il y a une autre réalité dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, c'est qu'on a un peu une planète à l'agonie. On a aussi des campagnes françaises dont la biodiversité s'éteint, dont les sols se dégradent. C'est aussi quelque chose de très très important sur lequel il faut naturellement travailler. Et moi personnellement, ce dont je suis à la recherche, c'est quelqu'un qui va essayer de résoudre les deux problématiques. À la fois la problématique sociale et à la fois la problématique écologique, et qui ne va pas essayer de proposer des solutions qui vont choisir l'un plutôt que l'autre. Et c'est pas ce que je vois dans cette présentation. Vous avez raison, moi j'en parle pas dans ma présentation, déjà parce que c'est pas mon premier domaine de compétences, mais il n'empêche qu'on en parle et qu'on le traite, évidemment on traite l'écologie au programme, et vous avez raison, mais un des plus grands problèmes au niveau de la planète, c'est justement le libre-échange total, parce que quand vous amenez comme ça des produits à l'autre bout de la planète au lieu de les produire à côté, le premier geste écologique de bon sens, c'est de produire local. Et c'est déjà, je pense qu'on retransmet dans cette conférence, pour laquelle ils emploient. Mais après, vous avez raison, il y a plein d'autres éléments qu'on a au programme à ce niveau-là. Vous avez raison au niveau de la biodiversité, vous avez raison au niveau surtout de la pollution des sols, de toute l'utilisation de tout ce qui est pesticides, engrais, etc., la pollution des sols, qui est terrible. Vous avez le problème aussi qui est lié au libre-échange de l'océan. Vous voyez les mers de plasticose, j'adore la mer, quand on voit ça, c'est vraiment terrible. Vous avez effectivement tout un problème de réflexion qui est lié aussi à l'obsolescence programmée, à tout ce qui est le sur-emballage, on a du plastique partout. Donc il y a tous ces types de problèmes qui sont traités au programme, évidemment que moi je ne traite pas dans la conférence, parce que il faudrait 10 heures déjà, et en plus c'est pas mon premier domaine de compétence, même si comme beaucoup de personnes j'ai cette sensibilité aussi pour les questions écologiques, c'est pas mon premier domaine de compétence. Oui, bonjour. J'ai un problème de compréhension parce qu'au niveau stratégique de l'UPR, je crois savoir que l'UPR prépare les élections européennes, alors que d'un autre côté elle va en sortir de l'Union européenne. Donc à ce niveau-là, j'ai plutôt l'impression que ça va apporter des billes pour les européistes comme argument. Deux fois non. Pourquoi deux fois non ? Déjà, vous avez des gens, tous les européistes sont pour la destruction de la France, enfin indirectement contribuent à la destruction de la France, ça ne les empêche pas de se présenter aux élections nationales. Premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a encore une fois des faits, un cas réel historique. Même si on ne partage pas tout son modèle, vous avez le partisan numéro 1 du Brexit, qui s'appelle Nigel Farage, qui était du parti UKIP, qui s'est fait connaître et qui a fait augmenter les points de son parti. C'est entre autres grâce à lui, en mettant la pression sur les conservateurs au Royaume-Uni qui veulent faire un sur le Brexit, qui est milité depuis des années pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et qui s'est justement fait connaître au Parlement européen, puisque c'est la seule élection qui est proportionnelle, donc c'est beaucoup plus simple de rentrer. Il est rentré comme ça au Parlement européen, ça a été une tribune formidable pour lui. Il a fait des très bons discours à chaque fois et grâce à ça, il s'est fait connaître massivement dans son pays et c'est un peu grâce à Nigel Farage qu'il y a eu ce référendum au Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, donc il n'y a pas de raison pour qu'il se passe César, alors que d'une part, comme je l'ai dit, les Européens se présentent aux élections nationales et non plus vous ne reprochez pas aux communistes qui sont censés être révolutionnaires de se présenter aux élections nationales non plus. On est tout à fait à l'aise avec le fait de se présenter aux élections européennes. Ça peut être au contraire une tribune formidable pour le Brexit. Et un dernier argument, on parle un petit peu d'Europe aux élections présidentielles. On en parle quasiment, enfin pas quand je dis les médias et les autres partis politiques, n'en parlent quasiment pas. Les élections comme si ça n'existait pas et que ça n'influençait pas.
l'élection par excellence, où on parle d'Europe et justement on peut parler du Frexit, c'est justement les élections européennes. Et c'est excellent dans le sens où, comme je dis, c'est proportionnel, et c'est une élection à un tour. Quand il y a tout un tas de personnes qui votent soi-disant utile, et que c'est le vote inutile en se disant ouais, je pense que Mélenchon, même Fillon ou Le Pen, ils ont plus de chances d'être au deuxième tour, donc à la présidentielle, même si je suis pour le Frexit, je vais voter pour eux. Aux européennes, il n'y a pas ce réflexe de vote utile, donc c'est l'élection par excellence pour l'UPR, et si les Français veulent s'en sortir et les Français veulent le Frexit, ils voteront justement l'UPR aux élections européennes, et il n'y a aucune raison qu'on se trompe pas, on y sera. Bonjour, merci d'abord pour votre conférence, bien que pas membre de l'UPR et du Alto. Bientôt, j'espère. J'ai vraiment été ravi de vous entendre. Je voulais faire une remarque et vous poser une question. La remarque, c'est qu'on est à Bordeaux et c'est une ville dont vous connaissez peut-être et qui est une ville absolument remarquable du 18e, mais qui s'est fait sur une fortune qui a été gagnée grâce au protectionnisme et notamment ce qu'on appelait à l'époque, créé par Colbert, l'interdit, qui faisait que les Antilles devaient effectivement commercer absolument avec la France et ça passait par Bordeaux. Il y a eu le commerce triangulaire, mais tout à fait à la fin, et justement quand l'interdit a été aboli, et qu'il a été beaucoup moins important à Bordeaux qu'à Nantes, par exemple. Alors, je dis ça, je le dis souvent, parce que, effectivement, l'aspect négatif que l'on donne au protectionnisme, vous avez bien fait d'essayer de le renverser et de définir que ça pouvait être aussi une valeur importante. La question, c'est la suivante. Vous avez cité Joseph Stiglitz, et je veux dire que j'ai passé l'été à lire son bouquin sur l'euro. Alors, effectivement, il fait les mêmes constats que vous, et il donne par contre un certain nombre de pistes pour les solutions. Il n'en trouve plusieurs. Il y a effectivement le Brexit et le départ de chaque pays de l'Union européenne. Il a beaucoup regretté que la Grèce ne soit pas sortie, qu'elle soit restée. Et donc, il appelle ça l'euro flexible, c'est-à-dire que les pays les plus faibles, notamment ceux qui sont effectivement le plus en difficulté, ont tout intérêt à quitter, sinon l'Union européenne, en tout cas l'euro. Alors, il y a une autre solution, et je voulais avoir votre avis sur le sujet, c'est par possibilité de l'euro du Nord et de l'euro du Sud. Parce qu'effectivement, nous sommes en difficulté, vous l'avez parfaitement exprimé, mais si vous aviez été italien, par exemple, vous auriez sans doute dit des choses extrêmement voisines. Et vous avez vu qu'en Italie, il y a une crise politique avec effectivement la montée en puissance d'un certain nombre de partis qui s'interrogent beaucoup, c'est moins que l'on puisse dire, sur la monnaie unique et sur l'Union européenne. Alors, finalement, quid de cette autre possibilité que je ne privilégie pas personnellement, parce qu'elle est peut-être plus difficile à faire à deux, ce qu'on peut faire tout seul. Néanmoins, il y a des craquements qui se font sentir au sein de l'Union européenne. Et donc, finalement, que penser de cette possibilité d'euro faible de l'euro du Sud et de l'euro du Nord? Et finalement, est-ce que l'UPR essaie d'avoir quelques fils internationaux, et notamment à l'intérieur de l'Europe, notamment de la préparation de l'élection européenne? Alors, d'échanger avec d'autres parties, j'emploie jamais le terme d'eurosceptique, parce que sceptique, c'est comme si on avait peur de l'Union européenne, on n'a pas peur de l'Union européenne. Euro-Lucie, on sait ce qu'est l'Union européenne, qu'elle est néfaste, on doit en sortir, on est Euro-Lucie, on est pas eurosceptique. Et ensuite, non, je serais tout favorable, je connais, je pense parce qu'il est américain, donc il connaît peut-être pas bien le vieux continent, la solution de 2 euros conduirait à la même chose, c'est-à-dire que la France et l'Italie seraient les plus compétitifs en gros, et il y aurait les mêmes déséquilibres vis-à-vis de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal, et vous arriverez au même problème, qu'ont toutes les monnaies plurinationales, les monnaies plurinationales, pour qu'elles marchent, il faudrait des transferts budgétaires massifs des pays les plus compétitifs aux pays les moins compétitifs, et pour ça, il faut que ce soit un même pays, un même peuple pour accepter ces transferts. Même l'euro en tant que tel, théoriquement, je vais vous dire, ça peut marcher, c'est qu'il faudrait que l'Allemagne donne 200 milliards d'euros par an, tous les ans, aux pays du Sud. Les Allemands ne vont jamais faire ça, parce que c'est pas un même peuple, alors que ça ne dérange pas un Parisien de payer pour la Corrèze ou la Corse, parce que c'est un même peuple. Et ça, la grande problématique, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de démocratie européenne, et une monnaie ne peut pas marcher, et comme je dis, c'est un euro du Nord, un euro du Sud, vous aurez une différence aussi au sein de ce même euro, et ça exploserait, et
d'ailleurs, on l'a vu au cours de l'histoire, au moment où vous aviez, vous savez, les barrières, vous aviez l'Union latine, il y avait la Belgique, l'Italie, la France, les pays qu'on considérait comme proches, ça a quand même explosé aussi. Donc ça ne peut pas fonctionner parce que vraiment une monnaie, il y a un peu. On a compris ça. Alors, écoutez, ça va bientôt être l'heure d'arrêter. Je vois peut-être monsieur une question, oui. Juste par rapport à la BCE qui a récemment mis dans un article qui favorise le gelé du compte courant. J'arrive à une explosion en Europe, est-ce que c'est envisageable? C'est vrai. C'est une directive qui passait je l'explique d'ailleurs, je vous invite à lire mon article de l'UPR sur Google, quand est-ce que la bulle financière a éclaté, vous avez trouvé sur mon article, je parle de cette directive. C'est-à-dire que juste après la crise, une des mesures qui a été faite et qui s'est convertie par une directive européenne, c'est que dans la crise, qu'est-ce qui s'est passé pour sauver les banques? On a fait ce qui s'appelle le bail-out. Le bail-out, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ce sont les États qui sont allés au secours des banques pour leur éviter de faire faillite. Ils ont passé une directive de bail-in. Le bail-in, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que ce soit les États qui aillent sauver les banques, c'est les banques qui pourraient se servir directement sur les comptes de leurs déposants. C'est le bail-in à l'intérieur. Donc c'est dit qu'il y a l'argent, et dans la directive, il y a un seuil, c'est-à-dire que théoriquement, la directive, vous n'avez le droit de prendre l'argent que sur des comptes qui sont supérieurs à 100 000 €, mais sauf que s'il y a une crise financière, et vu la création monétaire de dingue qu'il y a eu après la crise, elle risque d'être passive, et il est évident que c'est une jurisprudence, et que les 100 000 € ne seront pas suffisants, et qu'ils vont taper en dessous. Donc c'est quelque chose qui est en tout cas actif, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à Chypre, au moment de la crise en 2013, ils ont saisi sur les comptes directement. C'était le laboratoire à la directive Chypre, ils ont vu que c'est passé parti. Une dernière question peut-être. Il y a un monsieur qui en a déjà posé une. Si personne n'en a, je lui redonne le micro. Madame, j'ai l'impression qu'on est en parle. Merci, bonjour. Moi, je vais assister il y a quelques mois à une conférence de Vincent Rousseau sur l'euro à Bordeaux, et il avait évoqué la situation très critique de l'Italie, avec le risque assez imminent d'un départ d'Italie de la zone euro et un coût énorme répercuté sur les autres États. Donc voilà, je n'ai pas lu vraiment d'article récemment sur le sujet dans la presse, mais je voulais savoir votre avis là-dessus et ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à l'Italie. Alors, je l'ai évoqué brièvement, sans être plus le spécialiste de ces questions en plan financier. Ce qui se passe, c'est que l'euro en soi n'est pas une monnaie unique, mais c'est comme une monnaie encore, les banques centrales nationales et les euros émis sont chaque fois des créances sur les banques centrales nationales. Et donc finalement, il y a un euro franc, un euro marque, etc., sauf qu'ils vont figer un taux de 1,1 jusqu'à la fin du temps. Ce qui se passe quand il y a encore ces créances, c'est que finalement tous les échanges entre différents pays de la zone euro créent des créanciers et des débiteurs dans le cadre d'un solde qui s'appelle solde période 2. Et donc, comme on l'avait vu, ça se rapproche un petit peu des soldes commerciaux. Vous avez l'Allemagne qui a un excédent massif, et les pays du Sud, notamment l'Italie, qui sont largement débiteurs. Et théoriquement, tout pays qui sort de l'euro, sort de la target 2, et doit régler son débit. Ce qui se passe, c'est que l'Italie, c'est de l'ordre, je crois, 300 milliards, et l'Italie n'aurait pas les moyens de les payer, et donc il ne paierait pas, et ce serait une perte directe pour les deux, une perte pour la BCE. Ce sont les pays qui sont actionnaires de la BCE, donc les banques centrales nationales, dont la Banque de France, qui détient, je ne bêtise, plus d'un spécialiste là-dessus, mais 16%, et donc la France devrait payer une partie non négligeable de la perte italienne, donc c'est évidemment un risque pour la France, et ça c'est dans le cadre d'une sortie de l'euro. Alors après, il y a plusieurs théories là-dessus. De toute façon, Vincent pense plus que la sortie de l'euro serait une sorte de sortie comme ça furtive de l'Allemagne ou de l'Italie. Pour ma part, si ce n'est pas une sortie politique, moi je pense plus que c'est une crise financière qui fait sauter l'euro. On a un petit débat là-dessus, mais les deux solutions sont envisageables. Décidément, à chaque fois que monsieur, je les ai donnés à un autre, je crois que ça va être la dernière. Parce qu'on a laissé passer, c'est ça? C'est mon rendez-vous. Avant de poser la question, je voudrais rebondir sur celle-là, la précédente. Oui, merci pour votre débat. Il y avait des minimums du trésor qui étaient tirés en Italie pour leurs dépenses, les fonctionnaires à l'intérieur du pays et tout ça, vous êtes au courant ou pas?
Non, pour moi ça n'a pas été réel, mais l'idée d'une sortie furtive de l'Italie, du développe, je vous invite à lire les articles de Vincent, où soit le sujet. Sortie furtive de l'Italie serait de dire que justement on mettrait des bons du trésor ou une monnaie qui ne servirait qu'à payer les impôts, à payer les fonctionnaires en interne en Italie, et de facto, ce serait une monnaie qui serait en circulation, qui aurait un cours légal avec un cours même vis-à-vis de l'euro sur des marchés parallèles, et de facto, petit à petit, ça entraînerait une sortie de l'euro. Donc ça, c'est plutôt la théorie, mais à ma connaissance, il n'y a rien encore de concret vraiment à ce sujet-là. Sinon, Vincent nous a déjà conduit en partie de l'utilisation. Oui, alors la dernière question. Moi, j'ai appris que pendant la guerre, je crois, à Bordeaux, on éditait une monnaie, la Chambre de commerce et d'industrie éditait une monnaie. Et lors de Vide-Grenier, il y a quelques années, je me suis aperçu que dans certaines communes, en temps de guerre ou en temps de crise, excusez-moi, on avait édité des monnaies, je ne parle pas des monnaies un peu écologiques actuelles, je parle de monnaies qui étaient régionales, des choses comme ça. Pourquoi ne pas essayer de créer, ça peut-être que ça vous médiatiserait même, une monnaie, comment dirais-je, une monnaie, on pourrait se référer à part l'euro, une monnaie française, une autre. Alors, on est contre par une philosophie. En giron, on va dire que je suis jacobin. Pourquoi? Parce que une monnaie, c'est un pays, et la monnaie, c'est aussi l'égalité entre les citoyens partout sur le territoire. Si vous commencez à mettre des monnaies parallèles, des monnaies locales, de facto, vous mettez une barrière à l'entrée. Un Français d'une partie du territoire ne peut pas échanger sur telle ou telle partie du territoire, et vous en tournez sur des espèces de provinces et sur un morcellement du territoire. Et pour nous, la monnaie nationale, elle doit être valable partout sur le territoire. Il y a peut-être la Polynésie, une Nouvelle-Calédonie qui sont un peu particuliers, quand même très éloignés. Mais sur le reste, pour nous, la monnaie nationale française doit être partout sur le territoire. Actuellement, c'est l'euro. Demain, ce sera le franc. On ne peut pas faire quelque chose qui va contre nos idées. Ce ne serait pas très cohérent. Bien, écoutez, c'est terminé. Il faut libérer la salle. C'est vraiment un contre-cœur que je vous dis ça. Merci à toutes et à tous d'être venus. Et merci à Charles Antoine, en espérant que peut-être on reviendra d'ici quelques temps.